Merci. Merci à René pour l'invitation. Donc, c'est avec plaisir que je vais partager mon écran. Attendez, ça va marcher. Et donc, effectivement, ce qui a été dit juste avant, ce travail sur l'intelligence artificielle, disons, ou mon intérêt pour les explorations réalisées dans le champ de l'architecture avec ces outils ou ces technologies d'intelligence artificielle, donc se place dans un travail, disons, de plus longue haleine, disons, ou en fait, parce que mon intérêt principal, c'est de comprendre les différentes manières que les architectes s'approprient, disons, les technologies de manière assez générale, et donc comment les logiciels, les machines donc, depuis une soixantaine d'années, sont appropriés ou intégrés dans les pratiques architecturales. Donc, c'est pour ça que, disons, dans cette logique, j'étais assez intrigué par l'arrivée des technologies dites d'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'appelle quelques intuitions autour de l'intelligence artificielle en architecture, ce que nous disent les images générées. Donc, c'est un peu les genres de questionnements que je me pose. Et donc, c'est ça, c'est vraiment. Donc, je ne suis pas un expert en intelligence artificielle, mais j'essaie de voir comment les architectes ont utilisé l'intelligence artificielle, donc pour faire quoi, et surtout quel type de questionnements qui sont soulevés dans ces pratiques. Et là, aujourd'hui, quel imaginaire est convoqué par ces architectes? Et c'est le genre de questions que je vais peut-être pas répondre, mais en tout cas, essayer de poser. Euh, donc, l'exposé va se diviser en trois parties. Donc, je vais avoir une première partie où je vais aborder, je dirais assez rapidement, donc les nombreux débats qui ont autour de la notion d'intelligence, qui va permettre d'apporter à la fois des précisions et qui va servir aussi de base, je dirais, pour... en fait, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est l'action de l'instrument, donc pour une pensée de l'instrument pour les pratiques créatrices, dont celle de l'architecture. Donc, je vais mettre quelques pistes. En fait, c'est un article que j'avais publié sur le sujet. Donc, je pourrais en développer plus, mais je vais essayer de, justement, parce que me concentrer sur la question plus concrète et liée à l'architecture. Mais on pourrait y revenir dans la discussion. La deuxième partie, ça va être donc deux techniques dites d'IA, donc les réseaux antagonistes génératifs, donc ce qu'on appelait les GAN, qui au final, en architecture, a intéressé pas très peu, on dit, les architectes. En tout cas, ça a duré quelques années, mais j'ai le sentiment que c'est en train de disparaître au profit des modèles de diffusion, donc Midjourney, DALL-E et encore d'autres, pour plusieurs raisons, pour des raisons d'accès, mais aussi, ça c'est mon hypothèse, c'est qu'en fait, la capacité de ces moteurs à générer des images ou des résultats photoréalistes, ça a quand même eu une importance donc, dans ce transfert au-delà de l'accessibilité. Et donc, dans cette partie qui va peut-être constituer le cœur, c'est de euh, m'intéresser à la manière dont les architectes, je dis, se déplacent dans cet univers, ou en tout cas interagissent avec ces différents moteurs pour justement arriver à ajuster, disons, leur processus ou s'approprier ces technologies. Et mon sentiment, c'est que finalement, plusieurs des choix qui sont faits au travers de ces technologies sont effectués de manière implicite et, on pourrait dire, intuitive. Et donc, il y a beaucoup on pourrait dire, d'intuitions qui sont au travers de ces technologies. Et finalement, la troisième partie, donc je vais essayer de comprendre donc, ces images générées, ou peut-être même plus largement, donc à quel univers ou à quel imaginaire ces images, ou en tout cas les architectes essayent de se raccrocher ou essayent de créer. On pourrait dire c'est un peu la structure de l'exposé. Donc, si je vais rapidement sur les débats autour de l'intelligence, en fait, j'ai le sentiment, depuis que ces technologies donc appelées intelligence artificielle sont arrivées, a soulevé vraiment un intérêt renouvelé pour la notion même d'intelligence. Ce qui est assez étonnant, donc si évidemment les définitions, les approches sont différentes, mais on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a une sorte de consensus sur l'incohérence, on pourrait dire, de recourir à cette notion d'intelligence pour aborder ces avancées technologiques, c'est-à-dire que donc soit la notion est inappropriée, donc certains donc, parlent de l'intelligence, c'est quelque chose d'énigmatique, ou dans tous les cas, il y a une sorte de pluralité des définitions, interprétations de l'intelligence qui rend difficile de vraiment d'aborder ces technologies à partir de l'intelligence, même si on pourrait dire
dans le quotidien, on arrive à très bien comprendre l'intelligence artificielle et on comprend bien de quoi il s'agit, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez étonnant là-dessus. J'y reviendrai. Euh, un des éléments qui m'a intéressé ou étonné, disons, dans cette recherche sur l'action de l'intelligence, euh, c'est la sorte de récurrence ou réapparition disons, des mêmes questionnements, approches ou postures vis-à-vis des technologies. Donc, j'en ai choisi un parmi d'autres, mais donc c'est par exemple cet aspect réflectif des technologies, donc c'est-à-dire que ces technologies pourraient augmenter, approfondir ou complexifier, par exemple, notre connaissance de l'intelligence. C'est ce qu'un peu défend Yann LeCun avec cette idée que finalement l'intelligence artificielle, au-delà de toutes les applications, ça va nous permettre de découvrir les mécanismes sous-jacents et les principes à l'œuvre dans l'intelligence naturelle ou artificielle. Donc, c'est justement cette intelligence artificielle, donc, elle va nous aider pour certaines choses, mais elle va surtout nous aider à avoir une meilleure compréhension de l'intelligence elle-même. Et c'est assez étonnant parce que ce type de raisonnement, ben, enfin, on peut le trouver dès les années 60 avec Norbert Wiener, mais si je me restreins à l'architecture, donc avec par exemple Nicolas Negroponte, donc entre autres, donc, quelqu'un d'assez important dans le milieu de l'architecture. Ben, après, il est devenu plus important, ou en tout cas, c'est détaché, disons, uniquement de l'architecture, mais donc, des années 70, il y avait un peu à peu près la même, on pourrait dire, la même idée, c'est-à-dire que les technologies, ben là, c'était même l'ordinateur, permettrait de nous faire découvrir des moyens de découvrir les mécanismes de la conception. Donc, on aurait arrivé à mieux définir les critères de qu'est-ce que la conception. Et donc, moi, ce que, évidemment, donc, l'intelligence artificielle amène donc des connaissances différentes, mais à la fois la manière de poser les questions et la manière d'interagir ou de réfléchir sur ces technologies, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de redondance depuis une soixantaine d'années. Et je pense que c'est intéressant de voir que finalement, si il y a des progressions sur certains points, il y a des éléments sur les manières de penser qui me semblent, notre relation euh, avec les technologies qui sont relativement similaires. Et ce que j'ai aussi, on va dire, ce qui m'est apparu avec ces réflexions autour de l'intelligence, c'est que en fait, ce qui ça laisse transparaître, surtout c'est ce que je viens d'annoncer, c'est des différentes positions qui sont divergentes ou approches quant aux places accordées aux technologies, hein. Quel est le rôle qu'on accorde aux technologies en général et plus généralement même comment on arrive à les penser. Et là, je trouve qu'il y a un groupe de chercheurs en fait, qui sont pas très loin de, bah, je crois qu'il n'y a pas de gens de Paris 8, mais ils sont pas très loin de Paris 8 qui sont intéressés à ces questions de la technologie sous un aspect, disons, une perspective organologique et pharmacologique. Donc pour dire, c'est sous l'impulsion quand même des travaux du philosophe Bernard Stiegler. Donc l'approche organologique qui envisage une sorte de coévolution donc entre ces différents organes donc vivants, artificiels, donc les milieux techniques dans lesquels qui nous entourent, les organisations sociales, institutions collectives. Et donc, il essaie de comprendre que finalement, c'est une série d'organes. Donc, on a des organes vivants qui sont liés ben, à nous, mais que finalement, les organes artificiels, les objets, les artefacts et l'organisme social, finalement, c'est une sorte de composition que tout ça, une sorte de continuum qu'il suffit de réfléchir de manière, pas en opposition, mais quelque chose comme ça qui s'additionne euh, ou qui sont interreliés, co-constitutifs, et en même temps, donc l'approche pharmacologique. Donc, je crois qu'aujourd'hui, j'en parle pas beaucoup, mais je pense que c'est quelque chose qui est maintenant devenu de plus en plus important, donc du pharmacone, c'est-à-dire que les technologies sont à la fois remèdes et poisons. Donc, il n'est pas la question de chercher est-ce que finalement c'est bien ou c'est mal, mais finalement d'essayer de comprendre les différents dosages qu'il faut euh, intégrer dans nos différentes pratiques. Et donc, ces différents penseurs, donc on a par exemple Anna Lambert et par exemple Giuseppe Longo, le mathématicien. Donc, justement, donc, eux essaient de dire ben, finalement cette manière d'aborder les technologies, donc organologiques et pharmacologiques,
rend un peu caduque ou en tout cas incompatible. Donc, cette analogie fondatrice qui était directrice qu'on avait dans le sens cognitif comment on dit, d'établir une relation entre cerveau et machine ou entre les attributs d'intelligence et les mécanismes électroniques ou algorithmiques. Donc eux disent ben justement cette expression d'intelligence artificielle est inappropriée et donc eux ont préféré dénommer donc des automates computationnels interactifs. Bon. Et donc je trouve que cette précision donc, est intéressante. Donc justement, en plus d'être précis, c'est que justement ça déplace le regard et du coup on n'est pas concentré à essayer de comparer donc, avec l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle, mais plutôt chercher des complémentarités et des fonctionnements réciproques. Hein. Donc, c'est ça, ils ne cherchent pas à établir des correspondances, mais à essayer de comprendre comment ces technologies affectent, disons, la pensée. Donc, c'est la citation qu'il y a ici. Donc, il n'est pas question de comparer le fonctionnement de l'esprit avec ordinateur, mais il s'agit plutôt, au contraire, de s'interroger sur la manière dont l'extériorisation des fonctions mémorielles, perceptives, cognitives, imaginatives, donc dans les supports techniques, modifie en retour donc la mémoire, la perception et la cognition, bref, les facultés sensibles, donc l'expérience, la conscience et la pensée. Et donc là, je trouve qu'il y a une approche vraiment, moi, qui m'intéresse pour justement appliquer à, on pourrait dire, ou en tout cas, un regard à poser sur l'architecture, et c'est-à-dire comment ces processus d'extériorisation, donc aujourd'hui, qui sont, ou qu'on une possibilité avec ces automates computationnels interactifs, renouvellent les processus de création, conception pour l'architecte. Comment ceux-ci les intériorisent dans leur pratique et comment, du coup, ça modifie l'expérience du projet. Et donc, cette conception, disons, un peu plus large de l'instrument ou de l'organe, donc qui combine justement artificiel, naturel, permet justement de trouver une façon d'articuler cette partie artificielle extérieure comme constituant de l'individu. Et j'aime bien l'expression de Anna Lambert, donc de recodage organologique pardon, de l'activité psychique, donc qui introduit ces nouveaux organes artificiels. Donc, comment justement, donc, si on les comprend de manière continue, ben justement, ces nouvelles technologies, donc nouvel organe, disons, d'intelligence artificielle, viennent reconfigurer à la fois nos pratiques, mais nos pratiques qui sont liées avec un milieu technique déjà constitué. Donc, ça joue à différents niveaux. Et je pense là, il y a quelque chose d'intéressant. Et donc, je disais que j'allais aborder deux techniques que j'oppose, en tout cas, je distingue. D'un côté, on a une sorte d'entraînement des données, on va voir, avec les gants, et on a une sorte d'apprentissage profond à partir de données pour les modèles de diffusion. Et ce que je disais, ce qui m'intéresse, c'est ces moyens d'échange entre les mécanismes d'échange euh, entre ces automates et les concepteurs architectes et voir comment ils interagissent et comment ils s'adaptent mutuellement. Donc, les gants, donc ça s'appuie donc, principalement sur on fait des représentations sur les caractéristiques communes d'un ensemble de données. Et donc, l'idée pour que ça devienne un peu efficace, c'est que finalement, les images qui sont donc, dans cette collection de données, donc ces images ils doivent être suffisamment diversifiées pour amener de la variation, mais en même temps, il faut qu'ils soient assez uniformes pour assurer une certaine cohérence. Et donc, certains architectes ont parlé de principe d'uniformité dans la diversité, hein, justement afin d'assurer cet équilibre entre la cohérence et la variété des images générées. Et donc, en fait, je ne sais pas si dans l'art, ça a été quelque chose qui a été beaucoup utilisé, mais donc les gants, c'était, par exemple, ce qui a été le plus connu, c'était les visages. Donc, on a pris plusieurs photos de visages et finalement, on arrivait à générer des visages qui semblaient plausibles. Mais pour les architectes, une des manières qui a été faite, c'est-à-dire que de constituer une banque de données, une base de données. Donc là, par exemple, on a le travail de Stanislas Chailloux, donc qui a mis en place donc, des milliers de plans d'appartements et qui lui permettait donc d'entraîner le système, les algorithmes, sur cette banque de données et pour arriver à un résultat. Et juste pour donner une ordre d'idée, pour montrer la lourdeur de l'affaire, c'est que pour que ça soit un peu efficace, la base devait être constituée d'environ entre 10 000 et 50 000 images qui devaient être fournies à la machine pour que finalement ça devienne intéressant, pour justement obtenir justement cette variation
cette variété de résultats par un input. Donc, on voit que c'est quand même assez... Donc, si on peut dire, votre base de données est composée de plans, vous allez avoir des plans. On va le voir après. Donc, si c'est des tableaux, par exemple, d'art abstrait, vous allez avoir des tableaux. Donc, où il y a des façades. Donc, c'était quand même un peu limité dans la possibilité de ce qu'on pouvait faire. Et ce que je vais souligner aussi, c'est que donc, on voit, il était fasciné par les GIFs, donc ces images qui bougent. Mais surtout quand on va le regarder avec les modèles de diffusion, c'est ça, c'est que finalement, la question de la définition de l'image était plus ou moins, en tout cas, n'était pas centrale. J'aurais pu aussi montrer, il y avait une sorte d'image de façade comme ça qui bougeait, mais justement qui était un petit peu floue. Et pour reprendre la distinction que faisait McLuhan entre médias chauds, médias froids, là, on a vraiment affaire à des médias chauds où que finalement, il y a une part interprétative qui est très, très forte. Et donc là, on avait une sorte de, sur l'image de gauche, donc on avait une sorte de blocage d'espace où on arrive à avoir différentes fonctions. Les couleurs, c'est les fonctions. Et finalement, on arrive à déplacer des fonctions et on ne peut pas s'empêcher de penser aux allocations spatiales qui se faisaient dans les années 70 où il y avait justement ce type de définir des ondes dans un espace. Évidemment, les technologies sont complètement différentes et comment dire, le fonctionnement technique est complètement différent, mais on pourrait dire, non, on retrouve un petit peu cette même idée derrière. Euh, donc, un autre projet, donc là, c'est une étudiante de l'Université Laval qui a travaillé donc là-dessus, Morane Paradis. Donc, il y avait justement ce que je disais, donc, elle avait pris, donc concrètement, elle avait pris 2000 tableaux de tableaux abstraits du début du 20e siècle. Donc, et donc, c'est ça pour ceux qui le savent ou ne le savent pas, mais donc, à partir des 2000, l'idée, c'est pas de prendre 20 000 ou 10 000 images, c'est de prendre. Donc, on avait 2000 images et on les fait rotationner 90, 45, on les fait des miroirs. Et donc, avec 2000 images, était parvenu à avoir une collection de 12 000 images à peu près. Et donc, c'est à partir de ces 12 000 images que on arrive à entraîner la machine. Donc, comme je disais, donc ça fonctionne sur une similarité structurelle et une récurrence iconographique donc, des images. Et donc, on arrive avec ces données à les cartographier dans un espace hyperdimensionnel qui était appelé l'espace latent. Et donc, ça, c'est donc cet espace qui était une sorte de grille qui était organisée par similitude. Donc, on le voit ici. Donc, c'est une série d'images. Donc, les images qui ont des similarités se retrouvent à proximité les unes des autres. Et donc, on a cette grande marge. Et on pourrait dire, on est lancé, c'est peut-être pas le bon terme, mais on entre dans cet espace latent de manière un peu aléatoire. Mais après, donc, on pouvait se déplacer donc par la souris simplement, donc se mouvoir à travers ces images en temps réel. Et donc, ils se forment. Donc, en fait, ils sont générés par la logique et la dynamique comment on dit, de l'entraînement. Donc, ce n'est pas l'architecte qui déforme les images, mais qui se déplace et qui essaie de trouver, disons, donc en se déplaçant, les formes se transforment et on pourrait dire pour accompagner son travail réflexif ou de créatif. Donc, on peut dire que contrairement, on n'a pas l'image qui nous apparaît d'un coup, en tout cas, elle ne se dévoile pas immédiatement. Donc, c'est par ce déplacement mouvement-déplacement au travers de cet espace latent, et donc par rapport aux images et l'interpolation, que et là, c'est là que je dis, il y a un côté très intuitif qui se fait. Euh, intuitivement, je pense que, où l'architecte dit c'est plus intéressant d'aller dans ce sens-là, c'est beaucoup plus fécond dans ce sens-là que dans de telle autre direction. Donc, il y a un déplacement qui s'opère dans l'espace latent. Et évidemment, donc dans tous les processus créatifs, donc on n'a pas une idée très claire dès le début, mais au fur et à mesure donc, de la recherche, ben, finalement, les attentes et les intuitions finissent par se clarifier, hein, donc au fur et à mesure de l'exploration. Et donc à un moment, donc on se dit, ben, finalement, on arrive à que finalement, au tel point que finalement les attentes initiales finissent par prendre forme et donc on a des images qui sont retenues. Donc on a finalement dit, ben là, c'est satisfaisant ce type d'image qui est proposé. Et donc c'est ça qui devient, ben, je dirais projet, mais on voit qu'on est quand même ben là, à la fois dans les deux
peut-être pour les plans, c'est plus près de l'architecture, mais là, donc, on était quand même dans l'exploration au niveau purement visuel. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une difficulté au niveau de la résolution à arriver à quelque chose de dire, ben, on s'en sert pour faire des plans, pour faire des modèles. Donc, on n'en était pas là. Mais il y avait quand même cette idée de développer au travers de cet espace latent. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est ça, pour diriger, donc cette intuition, pour diriger, il y a quand même des attentes minimales. On est quand même, on choisit ce type d'image parce que finalement, on a implicitement des aspirations ou des attentes assez précises. Comme disait Stigler, l'attente de l'inattendu. Donc, on était déjà préparé à, même si on espère par ces outils arriver à de l'inattendu, mais quand même, il y a quelque chose comme ça qui se co-construit au fur et à mesure de l'exploration. Euh, ouais. Oui, ces attentes, on pourrait dire, se matérialisent dans l'élément final. Donc, comme je disais au tout début, donc les explorations du Gand, donc c'est ça. Je sais qu'à Paris, en 2020, il y avait une exposition intelligence artificielle et architecture où qu'il y avait quand même une présentation de plusieurs architectes qui employaient les gants. Donc, pour la façade et Stanislas pour les plans. Mais je dirais, puis en plus, c'était un groupe quand même relativement restreint de chercheurs, j'ai le sentiment. Et assez rapidement, donc, ça a été remplacé par les modèles de diffusion. Donc là, qu'on pourrait dire que l'ampleur a été beaucoup plus importante. Donc les gens je pense que n'importe qui parle avec ses étudiants ou des architectes, ben, parce que tout le monde a testé donc ces modèles de diffusion comparativement au Gant où là, on était vraiment dans un groupe beaucoup plus limité. Et donc, du coup, je ne vais pas m'attarder, disons, au mécanisme d'échange, hein, parce qu'on pourrait dire que c'est connu par tout le monde. Donc, c'est par la formulation mot, commande, commandement, donc ce qu'on appelle le prompt. Donc, c'est pas ça que je vais m'intéresser, mais là, je vais essayer de comprendre peut-être le basculement, mais comment que les architectes ont essayé pas de s'approprier, mais d'arriver à maîtriser ces processus de formulation. Pourquoi, donc j'ai expliqué donc, il y a la lourdeur, pourquoi on a abandonné les gants assez facilement, donc il y a la question de la lourdeur de constituer ces banques de données, hein, qui était un effort, je dirais, colossal. Et en même temps, comme on l'a vu, c'est que finalement, la visée était relativement restreinte. Donc, on a des plans, on va arriver à des plans. On a des façades, on va arriver à des façades. OK, on était un peu limité dans le côté, comment je peux dire, de la visée de ces images. Et, comme on dit, du coup, on n'a pas du tout ce problème avec les modèles de diffusion parce que cette banque de données est complètement est déjà là et elle est beaucoup plus presque abyssale, hein. Et donc, c'est plus du tout le même problème et les mêmes enjeux. Et j'ai le sentiment à la fois cette question d'efficacité et même, on pourrait dire, de la plasticité de l'évolution et pas de la même nature que les gants. Donc, finalement, le problème qu'on avait pour les gants, finalement, il était réglé, mais du coup, on n'aborde plus la question de la même manière avec les modèles de diffusion. Et donc, l'autre point que je voulais soulever, donc une des raisons aussi, c'est cette question de la capacité de ces moteurs à produire des images factures réalistes très, très rapidement. Donc là, c'est Eric Tabouki, un artiste français, qui pratique en France, je pense qu'il est danois, mais c'est pas ça qui est important. Donc, c'est ça que ce genre donc, moi qui m'a fasciné. Donc ça, c'est le genre, ben, on est tous confrontés à ces types d'images. Donc, qu'au premier abord, on dit, ben oui, c'est complètement réaliste. Et quand on se met à les regarder dans le détail, par exemple l'image de gauche, ben, on dit, bah, il y a un problème. Soit l'homme du bas est très grand et celui en haut est très petit, ou il y a un problème de perspective. Et finalement, on est toujours dans une sorte d'étrangeté. Et après, quand on regarde cette structure, ben, on se dit, ben, comment ça tient concrètement? Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent. On est une sorte de familière étrangeté, il y a quelque chose qui nous perturbe, mais pas trop. Et en même temps, ce qu'on voit avec l'image de droite, donc en fait,
ces artistes ont travaillé, donc il a peut-être fallu aussi replacer donc, le tueur d'Atlas dans une série d'Atlas qu'eux avaient. Il y avait comment je veux dire, le travail de photographier un peu à la Béchère, là, donc les châteaux d'eau, mais là, donc, se placer dans le paysage, dans les régions françaises et de photographier donc, ces lieux un petit peu abandonnés. Donc, il y a une sorte de poursuite. Donc, il y a on pourrait dire cette image du bas de droite. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais donc, c'était le type d'image qui générait ou qui photographiait plutôt de manière. Donc, essayer de trouver donc, objectivement avec le ciel gris, etc. Donc, on pouvait retrouver ça dans leur travail et dire, bon, ah oui, ça peut se retrouver. Mais quand on met justement, on les adosse avec donc cette série d'images qu'on voit qui sont une sorte de variété ou de variation sur le même thème, et on se dit, ben là, il y a quelque chose que... On comprend que finalement, ces images, ben, ils sont fausses, donc pour l'action du faux, mais je dirais que moi, c'est pas ça qui m'intéresse, savoir si c'est faux ou ce n'est pas, mais quel type d'imaginaire on essaie de créer et qu'on essaie d'amener. Donc, c'est par ces familles de formes. Et donc, qu'est-ce qu'on essaie euh, de générer. Et donc là, c'est ça mon raisonnement, c'est comment déplacer ces questions à l'architecture et comment les architectes, donc parce qu'on est dans une sorte de découverte, de la nouveauté, donc dans ces créations réalisées à partir de l'aléatoire généré par le calcul. Parce qu'effectivement, c'est aléatoire que permet ces modèles de diffusion. Donc, comment on peut gérer tout ça? Donc, je dirais que pour l'instant, c'est assez difficile c'est quand même, on est vraiment dans un mode exploratoire. De saisir vraiment les implications ou ce que pourraient amener ces technologies d'IA pour l'architecture. Mais donc, comme je disais, c'est ça, moi, ça m'intéresse comment les architectes parviennent à explorer cet aléatoire et comment ils ont une prise, donc ça c'est la question de la technique, hein, comment une prise sur ces modèles de diffusion. C'est un peu ça qui m'intéresse. Et donc, comme on a vu, donc maintenant, on se déplace plus dans l'espace latent, mais c'est par un prompt qui nous permet de nous amener à un endroit très précis. C'est ce vecteur guide qui nous amène dans cet espace latent spécifique. Et du coup, si on veut, on pourrait dire, si on veut se déplacer, si on est dans la logique des Gonds, si on voudrait se déplacer, ben, c'est impossible, mais on peut le faire par une reformulation. Donc, c'est par une série de reformulations et de séries de prompts qu'on arrive à s'approcher, ben, c'est ça, de s'approcher disons, des attentes qu'on peut avoir. Et donc, comment on arrive à faire ça? Donc, une des pistes qui a été travaillée par certains architectes, c'est les modèles CLIPS. Pardon, pas sans S. Donc, Constructive Language Image Pre-Training. Donc là, on pourrait dire, je ne sais pas si vous êtes familier, peut-être vous êtes très familier, mais donc c'est le sens inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un prompt puis de générer une image, c'est qu'on donne une image et on génère un prompt. Donc, vous pouvez trouver en ligne des applications qui vous permettent d'avoir cette genre de sémantique artificielle. Donc, comment l'ordinateur ou les automates arrivent à tirer de l'image la description de cette image. Et donc, on pourrait dire qu'il y a une sorte de c'est plus un apprentissage machine, mais un apprentissage humain que finalement l'architecte, on pourrait dire, à la lumière de la manière de décrire ces images, ben, on pourrait dire qu'il y a une sorte de vocabulaire euh, qui peut réemployer pour, on pourrait dire, être mieux compris d'une certaine manière par ces automates computationnels, puis du coup favoriser cet échange et de se dire, ben, OK, si lui pense comme ça, ben, du coup, ben, peut-être que c'est peut-être plus intéressant d'utiliser cette formulation que intuitivement ne viendrait pas de naturel, mais le- de l'appliquer. Je Et donc, c'est ça. profite Donc, pour comment vous on dire, arrive... il reste 3 minutes. Ah ben c'est bien, j'ai presque terminé. Euh, donc, comment il arrive à ajuster donc ces éléments. Puis c'est ça, parce qu'on ne peut pas dire, ça c'est Luongo qui parlait d'une sorte de lancer des dés, donc on écrit un prompt puis on voit une image et on voit que ça marche ou ça marche pas, et comme euh, est-ce que l'image nous convient ou pas, et comme je l'ai expliqué juste avant, ben, finalement les architectes ou les créateurs ont jamais, c'est une idée très très précise, c'est vraiment en force de tester que finalement au fur et à mesure de l'exploration que des résultats que finalement les éléments apparaissent, ou en tout cas
se clarifie. Et donc, comment ça l'accompagne l'architecte dans ses créations? Donc, j'ai pris deux exemples donc de Mathias Del Campo et Manas Patias, donc qui vraiment, dans le milieu de l'architecture, c'est deux personnes assez importantes qui ont, peut-être pas monopolisé, mais qui ont une place sur le devant de la scène pour l'usage de l'intelligence artificielle en architecture. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces images? Donc, on s'aperçoit assez rapidement que finalement, on n'est plus tellement, notre mode d'évaluation n'est plus tellement dans une question des critères traditionnels, même on se pose pas, on est à peu près convaincu que l'idée, c'est pas de construire les images qu'on a, hein, parce qu'il y a une complexité c'est effrayante, on pourrait dire. Donc, on peut dire que même s'il y a des images de projection comme ça, la ville ne sera pas comme ça demain, on a le sentiment, mais on est plutôt en train de construire une sorte de nouvel imaginaire via ces images et qui me semble intéressante pour montrer justement en creux, c'est quoi les attentes ou les aspirations que nourrissent, disons, certains milieux de l'architecture. Et là, c'est ça qui est assez étonnant parce que les architectes n'ont jamais été habitués de vraiment énoncer très clairement leurs intentions. Donc là, le prompt les oblige, disons, à dévoiler ou disons, à formuler leurs intentions pour leur exploration et donc à rendre explicite ce qui était réellement, ou plutôt implicite. Et donc, j'ai le sentiment que par ce genre d'image, donc évidemment, c'est pas euh, comment dire, comme je disais, de construire, mais j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui donne une ouverture aux architectes on pourrait dire, de participer aux différents enjeux contemporains, hein. Là, on a affaire à une sorte de statement visuel qui permettent, disons, de participer au débat. Et je dirais que c'est pas une coïncidence que finalement cette hybridation ou une symbiose entre architecture et nature soit présentée dans ce type d'image, hein. C'est une sorte finalement, l'architecture doit arriver à incorporer, disons, la nature, ou en tout cas, de repenser architecture et nature, et justement cette distinction qui devient beaucoup plus floue entre artificiel et artificiel. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça que nous dit ce genre d'image, et que finalement, la ville de demain, elle ressemblera peut-être pas exactement à ça, mais elle va finalement intégrer de manière beaucoup plus importante, donc nature et, euh, artificielle architecture, hein. Et ça aussi, j'ai le sentiment que ça vient consolider donc ce qu'on avait des sortes de spécificités de l'architecture. Donc, pour les architectes, il y a eu un passage qui a été fait depuis une vingtaine d'années. Donc, on a abandonné un peu le concept d'espace pour parler d'ambiance. Et j'ai le sentiment que finalement, ces images viennent consolider, disons, ce passage, que finalement, c'est pas tellement l'objet édifice ou même l'espace tel quel qui intéresse les gens qui produisent ce genre d'image, donc l'espace rationnel, mais c'est plutôt cette ambiance qui vient résonner avec des intentions conceptuelles. C'est plutôt ça qui est cherché. Et donc, ces moteurs permettent justement d'accomplir ce passage de l'espace comment dire, à l'ambiance et surtout, paradoxalement, donc ces ambiances est liée à des détails, des objets, la minutie presque chirurgicale de ces détails insignifiants que nous permettent ces différents moteurs, hein, donc, et c'est ça qui donne vie, disons, à cette architecture. Et donc, pour terminer, pour le dire, on peut dire simplement, ou de faire une sorte de synthèse, donc c'est une sorte d'obligation, donc, on va dire, inhabituelle pour les architectes de dénoncer leurs intentions et leurs attentes, hein, donc, de cette façon un peu particulière. Et cette facture, en disant hyper réaliste de ces images générées, donc, moi, amène quelques questions, hein. Et donc, la question, c'est pas tellement l'intelligence de ces technologies, mais bien comment on se les approprie, qu'est-ce qu'on cherche à exprimer. Et c'est dans ce sens-là que j'ai le sentiment que qu'est-ce que nous disent ces images, donc dans cette création d'un imaginaire, c'est, disons, de montrer la sorte de tendance ou vers quoi tend ou devrait tendre l'architecture. Et donc là, j'ai le sentiment que de ces deux images, donc on a justement cette combinaison que l'architecture doit intégrer, donc artificielle
architecture et nature, hein, d'une sorte de combinaison, ou dans l'image de droite, donc c'est cette sorte de vie que finalement dans les architectes, on a essayé de l'intégrer de manière, d'une certaine façon, tandis que là, il y a une sorte de... Ces modèles de diffusion nous permettent d'amener ce côté vivant, habité, qui était un petit peu difficile. Donc, je pense que ce que moi, ces images, au-delà de l'architecture elle-même, c'est des tendances que on pourrait dire que l'architecture prend. Et là, on a une sorte de statement visuel de la position des architectes par rapport à ça. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute.